Dossier délicat. Votre émission de faits divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier délicat. Aujourd'hui, je vais vous parler de Michel Colucci, que tout le monde appelait Coluche, pseudo qu'il adopte à l'âge de 26 ans. Cet humoriste et comédien français, fils d'un immigré italien et d'une française, grandit à Montrouge, revendiquant sa grossièreté, mais selon lui, sans jamais tomber dans la vulgarité. Coluche donne très tôt un style nouveau et sarcastique par sa liberté d'expression au music-hall, en brocardant notamment les tabous et valeurs morales et politiques de la société contemporaine. Tour à tour provocateur ou agitateur par ses prises de position sociales, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1981 avant de se retirer à la suite de pressions et de menaces. Jouissant d'une énorme popularité et très apprécié du public, il fonde en 1985 l'association Les Restos du Cœur, relais d'aide aux plus pauvres, quelques mois avant de mourir dans un accident de moto en ayant percuté un camion. Voici son histoire. Michel Colucci naît le 28 octobre 1944 à la maternité Notre-Dame de Bon Secours dans le 14e arrondissement de Paris. Il a une sœur aînée, Danielle, née en 1942. Leur mère, Simone Bouillet, dit Monette, est employée chez un fleuriste. Leur père, Onorio Colucci, né à Casalvieri, en Italie, est peintre en bâtiment. Il mourra en 1947 à l'âge de 30 ans. Son épouse doit élever seule ses deux enfants. Délaissés par la belle famille, Monette, Daniel et Michel vivent ensemble dans une pièce et une cuisine. Bien qu'elle renonce à son métier de fleuriste pour élever ses enfants, Monette retrouve quelques petits emplois qu'elle doit parfois cumuler pour obtenir un salaire de misère. Souffrant d'une grave scoliose, elle doit suivre des traitements à Berck lors d'un été où elle emmène ses enfants. Malgré toutes ces difficultés, elle garde espoir en l'avenir et adopte le mode de vie des classes sociales plus aisées, veillant à ce que ses enfants soient correctement vêtus. Michel n'apprécie pas cette fracture entre la réalité et les aspirations de sa mère et, à propos de ses vêtements qui tranchent avec ceux des autres enfants du quartier, il lui reprochera de l'habiller comme une fille. Loin des rêves maternels, Michel choisit Montrouge, dans la banlieue sud de Paris, où il traîne avec ses copains. Le travail scolaire ne le passionne pas, et il fait rire ses camarades de classe en tenant tête à l'instituteur. Son parcours scolaire s'arrête au certificat d'études primaires, racontant qu'il l'a raté volontairement en juin 1958 pour avoir fait une seule faute à la dictée le matin, et ainsi avoir fait selon lui ses preuves. Il ne juge pas utile d'y retourner l'après-midi. Quand il n'est pas à l'école, il traîne avec ses copains de la bande Solo, du nom de la cité La Solidarité. Accompagné généralement de Bouboule, alias Alain Chevestrier, il cumule les petits larcins et a régulièrement affaire à la police. Tous deux vont même jusqu'à s'essayer à des méfaits plus graves comme l'agression physique, mais en tentant de dérober le sac d'une vieille dame, ils se font tirer dessus par un passant. Coluche, qui avait alors une quinzaine d'années, mettra longtemps avant de relater cet épisode de sa vie dont il a honte. Ce comportement exaspère Monette, qui s'interroge de plus en plus vivement sur l'avenir de son fils. Il s'essaye alors à de petits boulots, qu'il n'arrive pas à garder bien longtemps. Ainsi, il est tour à tour télégraphiste, céramiste, garçon de café, livreur, apprenti photographe, assistant préparateur en pharmacie, photostoppeur, aide-pompiste, assistant de marchand de fruits et légumes ou encore fleuriste. Durant cette période, il s'intéresse à la musique. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il est fan de rock'n'roll, d'Elvis Presley, de Johnny Hallyday, des Chaussettes Noires ou encore des Beatles. Toutefois, il voue également une profonde admiration à Georges Brassens. Pour ses 21 ans, sa mère lui organise son anniversaire dans l'arrière-boutique du magasin de fleurs et lui donne un chèque en blanc qu'il a le droit d'utiliser dans la limite de 500 francs. Il court aussitôt s'acheter une guitare dont il joue sans jamais avoir appris. Peu à peu, il s'éloigne de Montrouge, à la recherche d'une autre vie que celle que lui réserve cette cité. Il traîne dans Paris, s'intéresse sans suite au métier de comédien ou à l'univers des sports mécaniques, touche un peu au bricolage. Puis il travaille quelque temps chez un fleuriste de l'île de la Cité. En 1964, incorporé dans le 60e régiment d'infanterie de Lons-le-Saunier, il fait de la prison pour insubordination.
De retour à la vie civile, il travaille comme fleuriste avec sa mère à la boutique qu'elle vient d'ouvrir à Paris, rue d'Aligre, puis dans un local plus vaste près de la gare de Lyon. Il estime ce travail peu intéressant et le quitte brusquement, ce qui lui vaut de se brouiller provisoirement avec sa mère. À la fin des années 60, il décide de se lancer dans la musique. Entre 66 et 67, il interprète certaines chansons de Bobby Lapointe, Boris Vian, Charles Trenet, Georges Brassens, Léo Ferré, Yves Montand, aux terrasses des cafés des quartiers de la Contrescarpe et de Saint-Michel. Il s'associe avec des musiciens rencontrés sur place, comme Xavier Thibault et Jacques Delaporte, futurs fondateurs du Grand Orchestre du Splendide, ainsi que le guitariste et flûtiste Jean-Claude D'Agostini, dit Leboeuf, futur membre de la troupe Le Vrai Chic Parisien, avec lesquels il crée le groupe éphémère Les Craignos Boboys. Il se rapproche ensuite du monde des cabarets. Tout en étant plongeur dans la restauration, il se produit sur la scène du cabaret chez Bernadette, dans le quartier de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris. Il y fait la connaissance de Georges Moustaki, qui l'héberge et le soutient financièrement. Toujours à Paris, il se produit dans d'autres cabarets, la Galerie 55 rue de Seine, le Port du Salut rue Saint-Jacques ou la Vieille Grille rue du Puy de l'Ermite. Il travaille ensuite au cabaret La Méthode rue Descartes comme barman et régisseur. C'est à cette époque qu'il rencontre Romain Bouteille qu'il va présenter toute sa vie comme son modèle. Avec lui, il est présent dès l'origine du Café de la Gare, inauguré officiellement le 12 juin 1969. Ce lieu symbole du café-théâtre réunit une bande de jeunes comédiens d'horizons différents dont beaucoup deviendront célèbres tels que Patrick Devers, Henri Guibé, Miu Miu, sa compagne d'alors, Martin L'Ermite, etc. Parmi les parrains du Café de la Gare, on compte également Georges Moustaki, Jacques Brel, Jean Ferrat, Jean-Yann, Pierre Perret, Raymond DeVos et l'équipe de la revue Harakiri. Plus tard, Thierry Lhermitte, Rufus, Renaud, Josiane Balasco, Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, Anémone ou encore Gérard Jugnot rejoignent la nouvelle troupe ou viennent commettre une collaboration ponctuelle. Selon Romain Bouteille, les problèmes d'alcool de Coluche le rendent exécrable, voire violent. Lors de la préparation de la pièce Des boulons dans mon yaourt au Café de la Gare en 1970, une bagarre l'oppose ainsi à Bouteille et à son ami Patrick Devers. Il va jusqu'à brandir un tesson de Bouteille et menacer l'entourage. Devers parvient à le contenir, mais il se voit dès lors contraint de quitter la troupe. Durant la fin des années 60 et le début des années 70, il est engagé sur plusieurs tournages de séries télé françaises. Madame êtes-vous libre avec Denise Fabre, puis La cloche tibétaine avec Philippe Léotard. Au cours de cette période, à l'instar de ses collègues de café-théâtre, il apparaît dans des spots publicitaires à la radio et à la télévision. En 1970, il campe un petit rôle dans son premier long-métrage, Le Pistonnet, réalisé par Claude Berry, dont il devait initialement jouer le premier rôle, dévolu finalement à Guy Bedos. En novembre 1971, il fonde une autre troupe, Au Vrai Chic Parisien, Théâtre Vulgaire, puis Le Vrai Chic Parisien. Le premier spectacle s'intitule Thérèse est triste, avec une affiche réalisée par son ami Jean-Marc Reiser. Il rencontre à cette période sa future épouse, Véronique Cantor, alors étudiante de bonne famille qui se destine au journalisme. Il l'épouse le 16 octobre 1975. Ils ont 2 garçons, Romain, né en 1972, et Marius, né l'année suivante. Toujours à cause de son comportement et de ses addictions, il quitte sa troupe une nouvelle fois et se lance dans une carrière solo. Son premier sketch, C'est l'histoire d'un mec, tourne en dérision la difficulté de raconter une histoire drôle. Ses sketchs suivants lui valent rapidement un succès populaire qu'il ne se démentira plus. Au printemps 1974, l'impresario et producteur Paul Lederman lui offre le théâtre La Bruyère pour y prolonger Thérèse est triste, mais c'est un fiasco. Il devient alors son propre impresario, Claude Martinez devenant son associé. Dans le même temps, Coluche joue pour la première fois des sketchs en solo sur la scène du Vrai Chic Parisien, puis au Café de la Gare. C'est dans ce spectacle qu'apparaît sa célèbre salopette à rayures bleues, son t-shirt jaune et son nez rouge. Il y met en scène ses personnages favoris, des beaufs grossiers, incapables de s'exprimer correctement, haineux. Le 10 mars 1974, il signe le contrat d'un premier disque, l'album des Adieux.
Comme humoriste, Coluche apparaît pour la première fois en solo à la télévision le 5 mai 1974 dans une émission de variété diffusée le soir de l'élection présidentielle et présentée par Jean-Claude Brialy. Les variétés sont régulièrement interrompues par les interventions politiques. Coluche interprète alors l'histoire d'un mec, juste avant l'allocution du perdant de l'élection présidentielle, François Mitterrand, en retard. Du 15 février au 2 mars 1975, il se produit en vedette à l'Olympia avec le spectacle « Mes adieux au music-hall ». Il part ensuite en tournée à travers la France lorsque toutes les radios diffusent son pastiche du jeu télévisé de Guy Lux, le Schmilblick. Dans ce sketch apparaît un futur personnage célèbre de l'humoriste Papy Mougeot. L'année suivante, en 1976, il remonte la pièce Ginette Lacaze à l'Élysée-Montmartre avec les comédiens du Splendide, auxquels il a offert des mobylettes pour leur déplacement entre deux scènes parisiennes ou les tournages. En 1977, il réalise le film « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » dans lequel il campe le rôle principal, le roi Gros-Pif. Ce film représente son unique expérience de réalisateur. À partir de cette période, il habite une petite maison dans le 14e arrondissement de Paris, rue Gazan. En plus de sa carrière de comique au théâtre, il joue à cette époque dans plusieurs comédies à succès au cinéma, dont L'aile ou la cuisse en 1976 avec Louis de Funès et Claude Jansac sous la direction de Claude Zidi. Du 24 avril 1978 au 24 juin 1979, il coanime avec Robert Villard et Gérard Lanvin, assisté de Didier Jallier, dit Jean-Jean, l'émission sur Europe 1 de 15h30 à 17h, On n'est pas là pour se faire engueuler, dont le titre vient de la chanson de Boris Vian. Malgré l'adhésion du public, son ton provocateur le fait renvoyer. Il triomphe dans le même temps tous les soirs au gymnase. Engagé de nouveau, il passe en janvier de l'année suivante, en 1980, à RMC, de midi à 13h. Le directeur de la station, Michel Bassy, a seulement demandé que soit épargnée la famille princière, détentrice de 17% des actions de la station. Embauché pour 3 mois, Coluche prend l'antenne par un « Bonjour, nous sommes en direct du Rocher aux putes », puis glisse un calembour sur la princesse Caroline de Monaco. « T'as vu Monte Carlo ? Non, j'ai vu Monte Caroline », avant d'être remercié une fois de plus au bout de 15 jours pour incompatibilité d'humeur. Il part sans demander un seul centime, sauf pour l'équipe qui a travaillé pour lui ainsi que pour son copain Romain Goupil. Il dira « Ils m'ont viré parce que je leur plaisais pas. C'est normal que je leur plaise pas avec le type de public qu'ils ont. Je voyais pas bien ce que les gens de Monte Carlo pouvaient aimer en moi. » Après sa période d'interdiction d'antenne sur l'ensemble des radios et télévisions françaises, Coluche profite de la libération de la bande FM. Il participe donc au lancement de la station RFM, fondée par le journaliste Patrick Meyer en juin 1981. Alors que sa concurrente Énergie n'existe pas encore, cette station, qui a de gros moyens de diffusion, dérange le pouvoir et va être brouillée durant plusieurs années à partir du 5 novembre 1981, soit un total de 423 jours. Coluche se maintient à l'antenne durant 3 mois, du 25 octobre au 10 décembre 1981. À l'issue de cette période, il proteste publiquement contre ce brouillage, déguisé en Père Noël en se rendant le 24 décembre au ministère de la Communication, remettant au ministre Georges Filiou une pétition de 600 000 personnes en soutien à RFM. En ce qui concerne l'élection de 1981, il faut savoir que Coluche n'est pas le premier humoriste à se présenter. En 1965, Pierre Dac, artiste que Coluche admirait, s'est porté candidat, mais à la demande de l'Élysée par fidélité au chef de la France libre. L'ancien résistant renoncera et se retirera. Le 30 octobre 1980, Coluche organise une conférence de presse où il annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 1981, avec des slogans tels que « Avant moi, la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en 4 » ou encore « Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir ». Certains y voient une blague. Pourtant, un sondage le crédite de 16% d'intention de vote et il est soutenu par des intellectuels tels que Pierre Bourdieu, Philippe Gattari et encore Gilles Deleuze. Cette candidature inquiète les équipes de campagne des principaux candidats de tous bords, comme le déclare l'humoriste lui-même quelques années plus tard. Parmi ceux-là, François Mitterrand y voit une menace potentielle. Il charge deux responsables du Parti socialiste, Jean Glavany et Gérard Collé, de dissuader Coluche de maintenir sa candidature.
À la suite des pressions et de l'assassinat de son régisseur René Gorlin, Coluche annonce qu'il se retire le 16 mars 1981. Après l'élection de François Mitterrand, il animera régulièrement en soirée et pendant 3 mois à partir d'octobre 81 une émission de radio d'1 heure. L'humour continue pendant les travaux sur la station locale parisienne RFM créée et dirigée par Patrick Meyer. Côté vie privée, son divorce est prononcé le 3 décembre 1981. Lors d'une édition spéciale, il pose en photo pour le magazine satirique Harakiri, qui deviendra Charlie Hebdo, avec une carabine 22 long rifle qu'il offre ensuite à son meilleur ami Patrick Devers. Durant cette période d'errance, il vit en Guadeloupe à 40 km de Pointe-à-Pitre où il s'adonne à sa passion, fabriquer des chaussures. Il invite Elsa, Elisabeth Malvina Chalier, l'épouse de Patrick Devers, à le rejoindre sur l'île. Celle-ci quitte alors son mari pour rejoindre Coluche. Le 16 juillet 1982, Devers, profondément meurtri après le départ de sa compagne et de sa fille Lola, se suicide en se tirant une balle dans la tête avec la carabine que Coluche lui a offerte. Durant la même période, Coluche doit tourner sur l'insistance de Bertrand Blier le film La femme de mon pote, avec Patrick Devers et Miou Miou. L'histoire s'inspire sensiblement de faits réels et de l'intimité qui unit ces 3 acteurs. Après le suicide de Patrick Devers, Miou Miou refuse d'assumer le premier rôle féminin du film. Le climat doux amer du film que Coluche tourne finalement en compagnie d'Isabelle Huppert et de Thierry Lhermitte laisse transparaître un certain changement dans le style de jeu de Coluche, préfigurant le rôle dramatique de Ciao Pantin. Coluche sombre de plus en plus dans la dépression, l'alcool et la drogue. Cette période s'achèvera avec la mort de son autre ami, le dessinateur Jean-Marc Reiser. En tant qu'acteur, la consécration vient avec le mythique film Ciao Pantin en 1983 de Claude Berry, dans lequel il joue le rôle dramatique d'un pompiste meurtri par un passé douloureux, confronté à l'alcool et à la drogue, pas si différent de la vie que mène alors Coluche lui-même. Il obtiendra le César du meilleur acteur en 1984. Avant ce succès, d'autres interprétations lui assurent la notoriété auprès d'un large public. En 1982, il joue le rôle de Ben-Hur Marcel dans la comédie satirique de Jean-Yann, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, avec Michel Serrault. Il joue également dans le film Banzai, marquant sa 3e collaboration avec Claude Zidi. En 1984, il tient le rôle principal de La vengeance du serpent à plumes de Gérard Houry et en 1985, le réalisateur italien Dino Risi lui offre son 2e rôle dramatique qui sera sa dernière apparition au cinéma dans Le Fou de guerre. Au-delà de son métier d'humoriste, Coluche veut incarner un agitateur d'idées. Durant les années 80, il participe plusieurs fois à l'émission Débat de Michel Polac, Droit de réponse, dont celle du 18 juin 1983 qui lui est entièrement consacrée et durant laquelle il mime son propre suicide par arme à feu à la suite de l'accueil hostile qui lui est fait par certains invités de l'émission. L'humoriste Jean-Yves Lafesse est ainsi blessant en assénant à Coluche « Vous ne nous faites plus rire ». Après plusieurs années d'errance entre l'élection de Mitterrand en 1981 et les premières années du septennat jusqu'en septembre 84, Coluche tente de revenir à une certaine stabilité et revient habiter son domicile parisien le 16 septembre 1984 dans sa maison rue Gazan. Ayant été témoin des événements populaires comme la Marche des Beurs et Convergence 84, il participe le 15 octobre 1984 avec Harlem Désir à la création de SOS Racisme. En mars de l'année suivante, il s'engage également durant 4 mois contre la famine en Éthiopie en interprétant avec d'autres artistes la chanson SOS Éthiopie organisée par l'association Chanteurs sans frontières avec des chanteurs français célèbres des années 80 tels que Daniel Balavoine ou encore Jean-Jacques Goldman. Le 15 juin 1985, il participe et co-anime avec Guy Bedos le concert de SOS Racisme de la place de la Concorde. De plus, il organise un gigantesque canular le 25 septembre 1985, relayé par les médias français, le mariage de Coluche et Le Luron, pour le meilleur et pour le rire, parodiant le très coûteux et médiatique mariage de Yves Mourouzi.
Ayant retrouvé la forme et la santé, passionné par les sports mécaniques, il saisit l'occasion de s'engager sur le Paris-Dakar. Quelques mois plus tard, il bat le record du monde à moto de vitesse du kilomètre lancé sur piste le 29 septembre 1985, atteignant 252,087 km/h sur le circuit de Nardo au guidon d'une Yamaha 750 OW31. Il entame également son retour à la radio. De juillet 85 à mars 86, il anime l'émission « Il y en aura pour tout le monde » sur Europe 1 avec Maryse, ainsi que Coluche Info sur Canal+. En parallèle, un projet se dessine alors pour lui, celui des Restos du Cœur. Le 26 septembre 85, il conçoit et lance le projet des Restos du Cœur sur Europe 1 en déclarant « J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un peu de pub tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés pour parrainer une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris. » La première campagne se déroule du 14 décembre 1985 avec l'ouverture du premier resto jusqu'au 21 mars 86, jour de la fermeture annuelle. Pour préparer son nouveau spectacle, prévu pour la rentrée de septembre au Zénith de Paris, il s'établit dans les Alpes-Maritimes à proximité de la Côte d'Azur. Il enregistre des maquettes abouties de plusieurs sketchs sur une cassette audio qu'il fait parvenir à son producteur Paul Lederman. Ce spectacle devait en principe durer 40 jours. Il devait y interpréter un chômeur déguisé en Zorro. Sur l'affiche est imprimé le nouveau spectacle de Coluche au Zénith, dont transcrit « Il y en aura pour tout le monde ». En 84, Coluche participe à la sélection pour le film Jean de Florette de Claude Berry. Pressenti pour incarner le personnage du Golin, il tourne des essais avec Yves Montand, qui lui joue le papé, mais n'est pas retenu. Claude Berry recherchant un personnage plus singulier qui finalement sera interprété par Daniel Auteuil. Cela lui permet toutefois de faire davantage connaissance avec Montand, que Coluche n'a jusqu'à présent rencontré que brièvement lors d'émissions enregistrées à la télévision. Les deux hommes s'apprécient et Coluche apprend que Yves Montand est d'origine italienne et d'un milieu modeste, tout comme lui. Lorsque Coluche n'est pas pris pour le film, Montand trouve des mots réconfortants pour son nouvel ami. Cette rencontre est aussi très importante pour Coluche car Yves Montand participera à l'aventure des Restos du Cœur. Le 19 juin 1986, Coluche quitte Cannes peu avant 16 h pour rentrer dans ses quartiers à Opio sur une moto accompagné de deux de ses amis. Sur la départementale 3 entre Valbonne et Châteauneuf-Grasse, alors que les trois motards s'apprêtent à croiser un semi-remorque Ben venant en sens inverse, ce dernier, chargé de gravats provenant de la gendarmerie de Grasse, effectue un virage sec à gauche en vue de traverser la route et entrer dans une décharge. Les deux autres motards ont le temps de freiner, mais Coluche, qui ne porte pas de casque, ne peut éviter la collision. Sa tête heurte l'avant droit du véhicule de 38 tonnes et il est tué sur le coup, sur les alentours de 16h30, alors qu'il devait rentrer le lendemain à Paris à la suite de cette petite virée à moto. L'enquête établit que, contrairement aux premières déclarations du chauffeur du camion répercutées par la presse, l'humoriste ne roule pas à grande vitesse. Sur cette route où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, sa moto circulait à 60. L'enquête est menée par la gendarmerie et dirigée par le juge d'instruction Jean-Paul Renard. Leur conclusion valide l'hypothèse de l'accident. Toutefois, le chauffeur, Albert Hardisson, de par son rôle et les contradictions que l'enquête a relevées dans ses déclarations, est au centre de plusieurs théories du complot qui se développent ensuite autour de l'hypothèse de l'assassinat, commandité par l'État, l'industrie agroalimentaire, etc. Albert Hardisson fera par la suite une dépression et refusera toute autre interview. Un ouvrage publié en 2006, Coluche l'accident, de Jean Depucé et Antoine Casubolo, décrit les conditions dans lesquelles l'intervention de la gendarmerie locale et l'enquête policière ont été menées en 86, mettant en relief certains éléments, sans pouvoir toutefois trancher entre les hypothèses évoquées faute de preuves. Coluche est inhumé le 24 juin 1986 à 10h30 au cimetière de Montrouge, dans le 14e arrondissement parisien, près de la Porte d'Orléans. De nombreuses personnalités de l'industrie du spectacle sont présentes à son enterrement. La cérémonie funèbre est célébrée par l'abbé Pierre, lequel déclare alors « Si vous entendez quelqu'un dire qu'il ne respectait rien, dites-leur que ce n'est pas vrai, j'en suis témoin ». À une centaine de mètres de l'accident, à hauteur du carrefour du Piole, entre Opio et Valbonne, un lieu de recueillement est aménagé et fait l'objet d'un rassemblement annuel de motards au mois de juin.
À côté se trouve une stèle régulièrement fleurie par des riverains et visiteurs. Le carrefour du Piole a été rebaptisé Rond-Point Coluche le 23 juin 2013. Célèbre comme humoriste, mais aussi pour son grand cœur avec les Restos du Cœur, il est aussi à l'origine d'une loi dite loi Coluche, votée en 88. Cette loi permet à un particulier ou une entreprise qui souhaite faire un don à certains organismes d'aide aux personnes en difficulté de déduire dans une certaine limite 75% de la somme donnée de ses impôts. Issu d'un milieu défavorisé, il disait « Je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre ». Avec les Restos du Cœur, il a pris conscience des grosses défaillances en France pour l'entraide envers les plus démunis, cette association étant conçue pour provisoirement pallier les carences. Cependant, l'histoire de la misère sociale de la France a rendu son initiative pérenne. Comme vous le savez peut-être, les Restos du Cœur sont en grande difficulté financière en ce moment. Vous pouvez faire un don sur leur site internet. Je me suis servi de l'outil internet pour concevoir cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour écouter ou réécouter cet épisode et les épisodes précédents, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Liberté FM ou sur la chaîne YouTube de Dossier Délicat au pluriel. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain.